quelles sont nos activités. On va passer en revue, bien sûr pas toutes les activités, mais quelques-unes. Bon, il y eut par le passé des expériences assez marquantes. C'était avant mon temps, d'ailleurs. Le comité a opéré des analyses avec des voyants, des spirites, aussi sur le plan des radiesthésistes, comme je vous le signalais. Le comité a donc attesté des affirmations du psychologue français Michel Gauquelin. Je ne sais pas si c'est quelque chose, c'est un nom qui va vous dire quelque chose, mais en tout cas, ça a été un des combats assez importants du comité. Ce Michel Gauquelin, psychologue donc français, prétendait avoir statistiquement fondé l'influence des planètes sur les métiers, et notamment l'influence de la planète Mars sur les sportifs de haut niveau. Il avait donc décelé, il avait établi une série statistique qui était censée démontrer cette influence. Pour faire court, nous avons soumis cette prétention, ainsi que toute l'étude qui avait été faite aux règles de l'analyse scientifique, et rien dans ce sens n'est sorti de l'étude. Rien du tout. Alors, dans un autre domaine, le comité a testé l'hypothèse du professeur Rocard, le père de l'homme politique français, je pense. Hein, c'était ça. C'était le père, n'est-ce pas? Voilà, du politicien français Michel Rocard. Le physicien, donc le professeur Rocard était physicien atomiste français, et il expliquait le cas des radiesthésistes par la possibilité pour eux d'être très réceptifs à certaines ondes, et notamment aux variations des champs magnétiques qui étaient générés, par exemple, par les eaux souterraines en mouvement. Donc, c'était aussi une prétention, et ça a été analysé de haute lutte. Alors, que je sache, les grands anciens du comité ont fait de nombreuses conférences, à la fois en public comme aujourd'hui, mais aussi à la radio, et publié aussi des articles dans la presse. Le comité, en fait, a participé plusieurs fois ces dernières années à des émissions de TV consacrées au paranormal, sur certains aspects de celui-ci, lors de certains événements qui peuvent se produire. Je pense à des choses comme, pour vous donner un petit exemple, ce qu'on appelait la vague d'OVNI, ou les vagues d'OVNI belges. Bon, voilà, ce sont ce genre de circonstances où le comité peut être mis à contribution par les médias, dans des cas bien précis. Mais, alors il faut dire que dans ce cas-là, quand quelqu'un du comité est interrogé par la presse, je dirais tout ça se passe relativement bien. Encore faut-il que la personne, le journaliste, répercute convenablement ce qui a été expliqué. Par contre, ce qui s'est toujours relativement mal passé de notre point de vue, ce sont les émissions de télévision, les débats. Ces débats consacrés au paranormal, ou certains aspects du paranormal, nous avons dû constater, après plusieurs expériences, que le jeu est souvent biaisé, parce qu'il est souvent fait appel à des témoignages. J'ai vu que, mon voisin m'a dit que, et c'est quelqu'un de très crédible, et ma maman a dit ceci, et mon papa a vu ça, a entendu ça. Ce sont donc des témoignages qui, en soi, ne sont pas à rejeter, mais à partir du moment où, lors d'une émission de TV, on appuie un raisonnement, on appuie une affirmation sur des témoignages que nous ne pouvons pas vérifier au moment où se passe l'émission, eh bien, tout cela est biaisé, il est malaisé de réagir, puisqu'on ne peut pas contrôler. Alors, on participe bien sûr à des séances d'information comme celle-ci, parce que c'est exactement comme ça que nous considérons ce genre d'événements. Ce sont des séances d'information. On peut appeler ça conférence, on peut appeler ça comme vous voulez. Mais on essaie de faire passer un certain nombre de messages et d'en discuter avec vous après. On a été dans des clubs de loisirs, dans des bibliothèques, à Genappe par exemple, au Riche-Clair à Bruxelles. Nous avons participé à des débats à Bruxelles, à Jodogne, à Morlanoué, oui, à Flemmal, à Binche, à La Louvière déjà, il y a quelques années, à l'initiative de certaines extensions de l'ULB notamment. Et nous avons participé déjà 2 fois à des
ateliers organisés par l'APED, c'est-à-dire l'appel pour une école démocratique. C'est à la demande de ces associations, et c'est souvent comme ça que nous réagissons. On ne provoque pas en général une conférence ou une discussion ou un débat. On vient plutôt nous dire, on a vu sur Internet ou d'après vos publications que vous vous occupez de ce domaine et est-ce que vous souhaitez venir faire un exposé. Et dans la plupart des cas, bien entendu, c'est positif. Alors nous fournissons de la documentation aux étudiants qui le demandent parce qu'ils préparent un travail scolaire sur un aspect du paranormal, ça peut être un mémoire aussi, des choses comme ça. Nous répondons à des questions diverses qui sont adressées par courrier, par courriel aujourd'hui, par téléphone, et qui présentent des faits à caractère apparemment paranormal, et on définira bien ce que c'est après. Alors on s'efforce à ce moment-là de contrôler les faits qui sont présentés, on exige des précisions de la personne qui pense avoir été témoin d'un phénomène dit paranormal. Donc on essaie d'aider les gens, c'est-à-dire qu'on ne s'en moque pas. Deux, certainement pas. Deux, on analyse le cas. Et trois, une fois qu'on a analysé le cas, on donne des conseils. Systématiquement. Il nous est pratiquement jamais arrivé de laisser quelqu'un sur le chemin avec en tête l'impression qu'il a été envoûté, qu'il est le sujet d'un effet de magie noire, magie blanche, etc. Mais pourtant, ce sont bien des demandes qui nous sont adressées, des gens qui se sentent mal, qui estiment être sujets à un envoûtement. Et le mot est utilisé tel quel, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il s'adresse à nous en pensant que nous sommes, je dirais, je vais employer vraiment des tonnes de guillemets, de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que nous sommes plutôt croyants dans la matérialité des, et je suis prudent dans les mots que j'utilise, croyants dans la matérialité des phénomènes paranormaux, peut-être. En tout cas, ce que nous constatons, c'est souvent après avoir fourni les conseils, quelques conseils de bon sens d'ailleurs souvent, eh bien, nous ne recevons plus de réponse. Alors, soit on a été extrêmement convaincant, soit les gens ont compris que, la personne a compris que nous avions un point de vue sceptique sur le sujet, et que, sur base d'éléments factuels, bien sûr. Alors, nous intervenons également plusieurs fois par an dans des établissements scolaires. Alors, aussi à la demande, en général, des professeurs de morale, par exemple, pour des animations qui visent à développer l'esprit critique des plus jeunes. On dit plusieurs fois par an, c'est véritablement 5-6 fois par an, un de nos membres effectifs, membre du conseil d'administration, d'ailleurs Michel Soupard, va présenter devant des classes de primaire, mais peut-être plus préférentiellement du secondaire, ce qu'on peut faire pour analyser une prétention extraordinaire, et comment, même à cet âge-là, on peut déjà faire preuve d'esprit critique. Et enfin, vous aurez l'occasion de voir notre collègue Jean Champenois, qui est très régulier. Il est magicien de son état, d'ailleurs, il a un pseudo, alias Tony Delbel, si je ne m'abuse, je crois que tu l'utilises toujours. Hein, voilà. Et il est à la fois magicien, c'est-à-dire c'est une activité, c'est une occupation, et puis en dehors de cela, il vient nous seconder, nous soutenir dans des conférences où nous essayons de parler des phénomènes paranormaux, et il fait des démonstrations, et puis après, il y a une discussion qui s'engage, bien entendu, avec vous, sur base de ce que vous aurez vu. Last but not least, le comité a publié un ouvrage, vous avez vu, et il est d'ailleurs disponible à la vente, il sera disponible à la vente après l'intervention, un ouvrage collectif sur différents aspects du paranormal. On parle là-dedans de la radiesthésie, de l'astrologie, etc., de la numérologie, enfin tous ces termes, toutes ces pratiques. J'emploie le mot pseudo-scientifique, oui, en tout cas, ce sont des pratiques qui méritent d'être analysées véritablement dans le détail pour en faire ressortir les différents aspects. Alors, nous éditons aussi tous les
tous les ans ce que nous appelons les nouvelles sceptiques. Ce sont des recensions de livres, ce sont des résumés d'ouvrages, ce sont des traductions d'articles de nos comités frères étrangers. Ainsi que nous éditons également un trimestriel. Alors là, on passe en revue dans ce trimestriel des éléments intéressants, bien sûr nos sujets principaux, mais des morceaux d'articles de presse, des émissions de télévision qui ont marqué notre attention et qui valent la peine d'être soulevées. Voilà. Et puis des réflexions à caractère philosophique sur le sujet. Voilà. Encore peut-être quelques mots avant de passer vraiment dans tout à fait le vif du sujet. Nous avons nous avons un site internet qui s'intitule tout simplement comitépara en un mot.be. Et énormément de ce que nous allons dire ici, finalement, se retrouve d'une façon ou d'une autre sur notre site. Et nous vous encourageons bien sûr à le visiter. Je vous ai dit que nous n'étions pas seuls. Effectivement, il y a une association européenne qui s'appelle l'EXO, exo.org pour le site internet, qui regroupe les associations sceptiques européennes. Alors oui, le dernier point, c'est en quelques mots les problèmes, les défis que doit relever le comité para pour répandre non pas son influence, mais bon, pour faire passer le message, tout simplement. D'abord, beaucoup de nos membres vieillissent. Oui, oui, c'est un cas, tout simplement. Et la relève ne se fait pas aussi facilement qu'on aurait pu l'imaginer. On peut discuter de ça plus en détail tout à l'heure, mais c'est effectivement un sujet qui nous préoccupe. Alors, nous manquons, oui, un deuxième point, c'est nous manquons de relais universitaires. C'est vrai que beaucoup de membres du comité, un certain nombre de membres en tout cas, sont universitaires, mais de toute façon, ce terme a peu d'importance. Simplement, ce que nous disons quand nous manquons de relais universitaires, nous avons peu de relais actifs, c'est-à-dire des gens qui sont encore à l'université, qui sont par exemple professeurs, qui ont des assistants, qui sont assistants, et qui pourraient répercuter dans ce milieu particulièrement intéressant pour nous, nos points de vue et notre combat. Un de notre comité frère néerlandophone, qui s'appelle SCEP, avec 2P, est beaucoup mieux armé de ce point de vue-là. Donc, les membres principaux de SCEP sont soit retraités, soit issus de la VUB, l'Université flamande de Bruxelles. Voilà. Enfin, un dernier point, nous n'avons évidemment aucun subside, nous vivons sur les cotisations de nos membres et de quelques dons que nous font certains membres. Malgré ça, nous gardons le moral. Je peux vous dire que nous avons le moral. On estime que la tâche est indispensable. Non pas que l'irrationnel en soi soit quelque chose à combattre par principe. Notre point de vue, c'est que l'être humain est irrationnel. C'est un être vivant irrationnel. Et je dirais c'est ce qui le différencie probablement, quoi que ce soit. On pourrait en discuter longuement, mais c'est ce qui nous distingue de l'animal. Donc être irrationnel en soi n'est certainement pas une tare. Ce que nous dénonçons, soyons bien clairs, ce sont les dérives de l'irrationnel. Alors, nous appelons dérives de l'irrationnel deux aspects essentiels. Il y en a d'autres, mais ces deux aspects-là sont très importants. D'une part, ce sont d'abord les dérives mercantiles. Pas besoin de vous faire un dessin. Astrologues, voyantes, gourous et autres rebouteux qui, contre espèces sonnantes et trébuchantes, donc prodiguent leurs conseils, qui sont donc basés sur des appréciations pseudo-scientifiques. Et il y a un deuxième aspect, c'est, je dirais, ce même genre de personnes qui ne se font pas payer, mais qui en profitent pour asseoir leur puissance, leur position de puissance vis-à-vis de leur entourage familial, dans un village, etc. etc. Donc en réalité, les gens, je prends l'exemple, un tout petit exemple, celui de la personne qui éventuellement le matin lit son horoscope.
à quel titre est-ce que nous irions dire quelque chose à ce sujet? Simplement, nous, ce que nous voulons, c'est apporter à cette personne quelques conseils pour prendre ça de façon quand même avec un peu de détachement, un peu d'humour, et certainement, beaucoup de personnes le font sans doute, mais néanmoins, nous connaissons des personnes qui se basent quand même, basent leur comportement sur la lecture des horoscopes, dont la base est bien entendu, le soubassement est l'astrologie. Et donc, nous donnons des conseils à ce sujet, et puis nous en parlerons lors de la partie consacrée à l'astrologie plus spécialement. Et voilà. Et donc, notre cible, ce sont donc non pas ces personnes-là, ou quelqu'un pourrait tenter d'aller voir une voyante, etc. Bon, au lieu d'aller voir un psychologue. Bien. Mais donc, nos têtes de Turcs, désolé pour les amis turcs s'il y en a dans la salle, nos têtes de Turcs sont bien entendu les gens qui en font commerce, ou qui assoient leur puissance sur autrui grâce à cela.